Alors sans transition, on va passer à la dernière conférence de cet après-midi. Alors le thème de cette dernière conférence, c'est un thème qui nous concerne tous, d'autant plus qu'on est actuellement dans une grande ville française. C'est les leviers pour construire une ville durable, adaptation au changement climatique, des territoires créateurs de valeur pour l'homme et pour le vivant. Alors pour en parler avec nous ce soir au World Impact Summit, trois personnes très qualifiées sur ce sujet. Commencer par Madame Isabelle Spiegel, vous êtes directrice environnement chez Vinci. Vous êtes aussi ingénieure et vous m'avez dit que vous aviez quelque chose comme 25 ans d'expérience dans le développement durable. On a aussi Monsieur Benoît Gandon, vous êtes directeur CEREMA Sud-Ouest. CEREMA, peut-être que vous pourrez l'expliquer un peu profondément tout à l'heure, mais c'est un organisme qui s'engage à aider les acteurs de territoire pour s'adapter au changement climatique. Et vous êtes ingénieur du corps des eaux, des forêts, des ponts, pardon, des eaux et des forêts. Et Monsieur Didier Jean-Jean, bonsoir, qui est adjoint au maire à la ville de Bordeaux sur les sujets renaturation et quartier apaisé. Vous avez un parcours un peu atypique puisque vous travaillez dans l'hôtellerie. Et là maintenant vous vous retrouvez adjoint au maire de la ville de Bordeaux. On se demande pourquoi. Alors, le thème qu'on va développer cet après-midi, il est un petit peu vague, dit comme ça, qui est le levier pour construire une ville durable, l'adaptation au changement climatique, des territoires créateurs de valeur pour l'homme et le vivant. Moi, je vous propose de commencer en définissant un petit peu les termes de ce thème. Le premier, c'est ville durable. Il y a une géographe spécialiste du sujet qui s'appelle Syria Emelianov qui nous le définit ainsi qu'une ville durable est une ville capable de se maintenir dans le temps et qui se réapproprie un projet politique collectif. Est-ce que ça vous inspire, Monsieur Jean-Jean? Oui, tout à fait. En effet, c'est une définition tout à fait classique, mais qui me convient parfaitement. On pourrait parler de ville durable dans le sens où on parle de la ville de demain, une ville peut-être plus sobre, une ville à inventer, et surtout passer d'une ville du plus, du trop de circulation, trop d'embouteillage, trop de pollution, trop de béton, trop de bitume, à une ville du mieux, hein, le mieux-être, le bien-être, mieux vivre, vivre ensemble, mieux se loger. Voilà, c'est les précisions que je pourrais apporter, les compléments. Très bien, ça offre plus de couleurs à cette définition. Il y a un deuxième terme qui est évidemment très important, c'est celui d'adaptation. L'adaptation, ça ne veut pas dire évitement, ça ne veut pas dire atténuation non plus. Monsieur Gandon? Je pense que les différentes tables rondes et conférences durant ces jours montrent bien qu'effectivement l'adaptation elle est nécessaire. Hein. Le temps est désormais et nous y conduit à devoir s'adapter, mais j'aime assez les définitions précédentes. Ça ne veut pas forcément dire de façon négative. Ça peut être aussi pour du mieux. Je rejoins tout à fait. Et si on devait résumer très rapidement, s'adapter, c'est avant tout comprendre les phénomènes qui se mettent en place, notamment en ville. Agir, mais agir en embarquant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis ensuite, évaluer. Donc voilà, donc si je devais s'adapter, c'est comprendre, agir, évaluer. Et puis sur l'action en elle-même, peut-être quelques idées rapidement. S'agissant de la ville, ce serait de densifier, de requalifier certains espaces, et puis de renaturer, mais on aura aussi l'occasion d'y revenir. On discutera effectivement un peu plus loin dans cette conférence. Et puis donc il y a un dernier terme, un dernier morceau de phrase qui me semble intéressant. On nous dit que donc la ville de demain, la ville durable, sera créatrice de valeur pour l'homme et le vivant. Est-ce que ça signifie donc qu'il va falloir qu'on reconnecte plus donc l'homme et la nature? Monsieur Gandon a fini par en parler un petit peu. Peut-être que vous pouvez préciser, Madame Spiegel. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'abord, à rappeler que l'homme fait partie de la nature et du vivant. Évidemment, et je crois qu'il ne faut surtout pas vouloir opposer le concept de ville égale urbanisée, égale minérale, et de nature
égale quelque chose de sauvage et d'ailleurs riche souvent en biodiversité, etc. Donc c'est effectivement comment on vit, je vais reprendre un adage chinois parce que j'y ai passé quelques années, de l'homme vivant en harmonie avec la nature. Ça les sépare un petit peu aussi, mais ça va être effectivement le concept. Et moi d'ailleurs, je préfère souvent rappeler qu'on parle de territoire durable et pas seulement de la partie ville qui a cette image en fait collective un petit peu au départ d'urbaniser. Mais c'est bien dans ce concept de vivre mieux dans une ville mieux, plus durable, etc. Qu'on va développer aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on rentre dans ce sujet. Je vais commencer par une question un petit peu provocante. Je vais m'adresser pour ça à M. Gandon. Si on nous parle de ville durable, ça signifie donc qu'actuellement nos villes ne tiendront pas le choc, que nos villes ne sont pas durables. Mais en fait, je vais reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement, ville ou territoire. La ville, si on enlève le côté historique de place forte pour se défendre, c'est avant tout un territoire d'échange, de commerce, de culture aujourd'hui aussi. Et donc une ville durable, elle doit être ouverte sur l'extérieur, sur le territoire qui l'entoure. Elle n'existe qu'avec cette notion d'interland ou de territoire d'influence. Donc peut-être un des premiers, si on dit pourquoi elles ne sont pas durables, les villes, peut-être devrait-elle être pensée un peu plus aussi avec les territoires qui l'entourent. Ça, c'est une première réaction à chaud. Si vous allez sur le site d'une association, d'un organisme France Ville Durable, c'est le thème, vous verrez qu'on qualifie une ville durable, une ville sobre, résiliente, inclusive et créative. Alors, sauf à penser que toutes les villes de France cochent toutes ces cases-là aujourd'hui, peut-être qu'on arrive effectivement à une réponse qui est la ville n'est pas complètement durable aujourd'hui, mais derrière chacun de ces 4 termes, sobriété, résilience, inclusivité et inclusion, pardon, et créativité, il y a plein de concepts un petit peu compliqués, quoi, mais on va peut-être pouvoir détailler. Madame Spiegel, ça signifie donc s'il faut reconnecter nos villes et les territoires qui les environnent pour créer une ville durable, ça signifie donc qu'il va falloir qu'on repense notre façon d'amener nos matériaux, les choses, comment on va consommer demain nos matériaux dans les villes durables. Je pense qu'effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on s'est rendu compte de certaines limites des systèmes dans lesquels on était. La première, c'est les limites physiques de la planète. Et donc, quand on a une crise comme le Covid, comme on a une guerre aujourd'hui et une crise énergétique en Europe, notamment, on se rend bien compte que les flux physiques qui sont les ressources sont une des clés du système, c'est pas la seule. Mais effectivement, ça veut dire qu'il va falloir réconcilier l'offre et la demande, et sans doute à l'échelle d'un territoire. Alors, territoire, je le veux volontairement large, parce que ça peut être une ville et le territoire immédiat qui l'entoure, ça peut être une région, ça peut être un niveau national, ça peut être un peu plus large parfois. C'est à nous de redéfinir ici comment avoir ce bon équilibre, parce que la contrainte principale qu'on a, c'est bien celle des limites de la planète. Et si je veux rajouter la dose d'adaptation, c'est qu'il va falloir faire tout ça, mais en plus s'adapter à un changement climatique dont on est déjà témoin aujourd'hui. On a déjà connu des événements climatiques extrêmes. Et là, on va très vite rentrer dans la notion de quelle stratégie par rapport à cette adaptation nécessaire aux enjeux du réchauffement climatique, notamment donc, des températures plus extrêmes, des précipitations, etc., etc. Et en fait, pour ne pas le subir, c'est à nous de commencer à le piloter et à se dire finalement une stratégie d'entrée en résilience. Ça se définit aussi en fait, parce que je peux choisir de résister, donc je vais construire des digues pour éviter d'avoir la montée des eaux, etc. Je vais choisir de vivre avec, c'est de la coexistence. Je vais c'est-à-dire de plus vivre dans certaines parties du monde ou de nos territoires, où je vais choisir une stratégie aussi qui s'appelle en anglais Build Back Better, de rétablissement. Donc j'accepte que j'ai des événements climatiques extrêmes qui me tombent dessus, et puis je reconstruis pour me mettre en mouvement le plus vite possible. Donc j'accepte une partie des dommages et des pertes qui sont liées. Et ça fait partie effectivement de nos enjeux. Donc vous voyez qu'ils sont ultra larges en fait là-dessus, de réflexion, de réconcilier offre et demande, et d'anticiper dans une stratégie qui soit le plus possible pilotée en fait. Donc il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Est-ce qu'il faut créer un espèce de maillage, c'est-à-dire travailler sur plusieurs stratégies à la fois, ou c'est possible de s'adapter à une stratégie en particulier en fonction du territoire ?
Je pense que l'accession ne s'adresse pas du tout seulement à moi, mais qu'effectivement, il y a un certain nombre déjà de stratégies qui ont été mises en œuvre, et pas uniquement pour répondre à des questions de changement climatique. Donc là, c'est vraiment les expériences de gestion de crise qui vont nous permettre d'alimenter tout cela. Mais je pense qu'il y a effectivement des choix qui sont en partie concertés avec le territoire aussi, de se dire qu'est-ce qui est... Alors, dans la stratégie de rétablissement, qui est la dernière que j'ai citée, qui est sans doute celle qui peut être la plus inquiétante, de se dire j'accepte qu'il se passe des choses qui vont donner des dommages et donc des pertes. Elle ne se décide pas tout seul en fait. Elle va se décider avec un minimum de concertation sur effectivement qu'est-ce qu'on accepte par rapport à quel événement je vais accepter d'être dans cette stratégie-là. Donc voilà, ça va être les sujets. Les solutions fondées sur la nature vont être au cœur des parties de solutions aussi qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On en discutera un petit peu tout à l'heure. Monsieur Jean-Jean, sur le rôle justement des acteurs, les différents rôles des différents acteurs pour mettre en place ces stratégies d'adaptation. Vous êtes donc maintenant dans la vie politique. Quel est le rôle premier, en tout cas, des politiques ? Alors, je pense qu'avant toute chose, il faut être bien conscient que non, la ville n'est pas durable. C'est même l'opposé, ce qu'on observe aujourd'hui, et que cette acceptation dont vous parliez, c'est peut-être une vision un peu complexe, un peu difficile à accepter, mais c'est la plus réaliste. Et donc, pour vous répondre maintenant, j'ai envie de dire que peut-être le premier rôle d'un élu politique, c'est peut-être le courage politique. Alors, pardon de le dire comme ça peut paraître un peu prétentieux, mais je pense que c'est important. Je le vois aujourd'hui en entrant dans la vie politique. Je m'y passionne depuis longtemps et je suis ça, mais là, je le vois de l'intérieur. Et donc, le courage politique, ce n'est pas un vain mot. Et donc, il faut porter des politiques tranchées qui vont dans le sens de ce que vous expliquiez, avec des stratégies multiples qu'on doit mettre en œuvre. On pense que ce changement est possible, on pense qu'il est faisable. On doit donner les opportunités de le mettre en œuvre. Et on doit prouver que c'est possible. Et il n'est pas question d'imposer, mais il est question de donner à voir. Et quand on arrive à être dans l'action, les gens s'en emparent. Bien plus qu'on l'imagine d'ailleurs. En tant que politique, je suis souvent amené à assister à des réunions publiques et on se rend compte que les gens sont tout à fait en demande de ça. Alors, est-ce que vous avez un rôle de modèle le politique a un rôle de modèle pour entraîner la population De modèle, disons qu'on a un rôle, on doit créer l'opportunité. On doit créer l'opportunité, donner envie. Ce qui est systématique, et on l'a observé à Bordeaux depuis bien avant notre arrivée, c'est qu'une fois qu'on réussit à réaménager la ville vers plus de nature, par exemple, les gens ne veulent pas revenir en arrière. Ce qui est compliqué, c'est la première vague. Voilà, c'est là où il faut du courage politique. C'est pour passer la première vague, si vous me permettez la métaphore surfeur. Mais quand on a passé la barre des vagues, les clichés, les lieux communs, ensuite derrière c'est du mieux, les gens s'en aperçoivent tout à fait et personne ne souhaite revenir en arrière. Si on prend l'exemple de notre ville, qui voudrait revoir les quais de Bordeaux avec les grands parkings de l'époque et des quais où nous étions à 2 fois 4 voies quand même. Alors, il y a pas mal de villes qui font aussi cet effort-là sur les berges. On a Lyon, Paris qui font aussi ce travail, effectivement. La CEREMA, donc, est un organisme public qui accompagne, j'imagine, la ville de Bordeaux et évidemment d'autres villes dans leur adaptation au changement climatique. Quel est le rôle de votre organisme ? Le conseil et l'expertise, tous les sujets qu'on vient d'évoquer et ceux qu'on va continuer d'évoquer, ils sont profondément complexes. Alors, il y a le courage politique, le mot a été prononcé, tant mieux, c'est la première étape, mais effectivement, une fois qu'on a ce courage politique et de poser, et je disais tout à l'heure, comprendre les phénomènes, on a fait un petit bout de chemin. Derrière, ensuite, il y a les solutions opérationnelles, et là, on touche vraiment la technicité des sujets, de la mobilité au bâtiment, en passant par la résilience qu'on a évoquée, ou le sujet de l'eau qui a été abordé plusieurs fois aussi dans les tables rondes. Donc, modestement, sur ces sujets-là, nous, le CEREMA, donc un établissement public qui dépend à la fois de l'État et des collectivités, sur ces sujets de transition écologique, transition énergétique, on essaie d'amener de l'expertise, voilà, parce qu'on sait que les collectivités, d'ailleurs, quelle que soit leur taille, ne sont pas forcément armées. Certaines ont, et nombreuses ont des services techniques, mais voilà, on amène de la méthode, on amène des outils sur l'ensemble de ces sujets, parce que voilà, on a conscience qu'il faut aller vite sur des sujets qui sont techniques, sans compter les questions financières ou politiques. Mais rien que le sujet technique, celui-là, c'est un vrai écueil. Et vous, Madame Spiegel, chez Vinci, vous avez peut-être un rôle plus opérationnel de mise en place des solutions ?
Je crois qu'effectivement, nous, on a fait un choix dans le groupe qui était, il y a déjà plus de 3 ans, de se dire qu'il faut qu'on accélère sur la transition environnementale. Mais donc la manière dont on va accélérer, c'est pas d'attendre que les besoins tombent tout seuls. Parce qu'en fait, c'est souvent le rôle qu'on a. On répond à des appels d'offres, publics, privés, etc. Donc on était capable déjà d'exceller quand les clients nous le demandaient. Quand les donneurs d'ordre nous demandent d'aller très loin sur l'environnement, on le fait depuis longtemps. Mais tous ceux qui ne nous demandent rien, voilà, on avait peut-être un rôle historique un peu passif parfois. Et donc de se dire accélérer, c'est comment nous aussi, dans nos métiers, on peut être proactif, apporter des solutions, démontrer aux clients qu'il y a des enjeux et qu'il va falloir les adresser. Dans certains cas, il y a un coût complémentaire, bien sûr. Mais on s'est dit, si on ne fait pas le minimum d'efforts pour faire savoir ce qui est dans le champ des possibles, pour faire de la pédagogie parfois quand on a des donneurs d'ordre publics-privés, tout le monde, mais qui n'ont pas la conscience de certaines profondeurs de sujets ou l'accompagnement du CEREMA par exemple, en fait comment faire passer les messages, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un truc que nous dit la science, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. Un deuxième, c'est dans le rapport du GIEC, le dernier d'avril, il nous dit il y a quand même un nombre de solutions, et sans doute 80% des solutions qui sont déjà à notre portée. Et donc moi ça me fait bondir en disant si elles sont à notre portée, c'est pas des sujets techniques en fait qui empêchent de mettre en œuvre. Donc on vient de dire que les villes n'étaient pas encore toutes durables ou pas déjà toutes durables, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et nous, effectivement, ça va être notre fer de lance, c'est de dire on est dans la construction, on est dans l'implémentation de solutions, on est dans le faire. Donc ne perdons pas de temps, expérimentons en fait, testons, passons à l'action, mettons en œuvre des choses. Et donc c'est des choses basiques quand on construit un grand projet d'infrastructure routière, par exemple. Donc là, on est en ce moment en Angleterre sur la ligne de voie de chemin de fer rapide qui va relier Londres à Birmingham, High Speed 2. C'est de dire comment j'intègre la touche d'adaptation. Et donc, c'est d'imaginer des zones de compensation hydraulique pour éviter des inondations dans certaines périodes, etc. Donc, je travaille en concertation avec les territoires là-dessus pour dire comment, dès la conception d'un grand projet, je vais profiter pour créer des espaces de compensation pour faire face à certains événements climatiques extrêmes. C'est évidemment le fait de rajouter des îlots de fraîcheur dans les villes, et on peut y revenir, bien sûr. Oui, je souhaitais réagir effectivement sur cette notion de temporalité. On n'a pas le temps, les sujets sont complexes, on l'a vu, et donc il est important de faire tomber au minima peut-être trois barrières qui nous freinent. Et donc si c'est un frein, il faut l'enlever. La première barrière, c'est il y a eu une table ronde sur la décentralisation, État-collectivité. Deuxième barrière, le public, le privé, vous l'avez évoqué. Et puis troisième barrière, c'est le monde de la recherche, de l'innovation et celui de l'opérationnel. Donc ces trois barrières, il faut vraiment qu'on les fasse tomber parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas assez de bras, on n'a pas assez de matière grise par rapport à tous les défis qui sont les nôtres. Alors en tout cas, on va essayer de faire en sorte d'en relever un maximum. Donc voilà, donc il faut aller vite et j'allais dire, il faut être efficace dès le premier coup. À l'échelle d'une ville telle que Bordeaux, lorsqu'on va se lancer dans un grand projet de requalification, d'aménagement, on n'a pas le loisir de se dire dans 10, 15 ou 20 ans, ah zut, on s'est trompé, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, ou voilà, on n'a pas fait le bon choix. C'est quasiment one shot maintenant. Ce que vous me dites, c'est qu'il faut déscléroser les compétences et que la prise de décision soit plus rapide et que surtout on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que la première décision doit être la bonne. Et qu'on travaille tout acteur confondu, encore une fois, État, collectivité, public, privé, recherche, monde de l'opérationnel, petit bureau d'études, grand groupe, tout le monde sur le pont parce que les solutions, elles existent, on va en détailler quelques-unes, puisque c'est levier le mot-clé de cette table ronde, mais encore une fois, tout le monde travaille dans le même sens, mais urgemment. Oui, alors oui, bien sûr, tout à fait. Il faut évidemment être dans l'action. Ça pourrait être la deuxième partie du propos que je tenais tout à l'heure. Après le courage, il faut être dans l'action, évidemment. Multistratégie d'ailleurs. Cependant, quand on discute avec les services de la ville de Bordeaux,
Je plaide pour le droit à l'erreur tout de même, c'est-à-dire que l'exigence, elle est le court terme, même s'il y a aussi un travail de long terme et un travail de fond, bien entendu, mais je plaide aussi le droit à l'erreur, ou plutôt le droit au test, à la ville pilote. Et c'est vrai que sur de nombreux aménagements, on n'hésite pas à tester des revêtements poreux, par exemple, qui ne sont pas encore forcément tout à fait au point, ou des revêtements qui réfléchiraient le soleil pour refroidir. Je parlais plus de grandes politiques d'aménagement, de grands projets d'aménagement. Tout à fait. Et donc, par exemple, là, on teste quelque part le label du bâtiment frugal bordelais. Et ça, c'est vrai qu'on le construit à plusieurs. On le construit d'ailleurs à plusieurs délégations de la ville, pour éviter de travailler en silo, mais on le construit aussi avec les différents opérateurs et notamment les promoteurs immobiliers qui nous aident aussi à construire ce travail-là. Donc, il faut surtout se mettre en objectif d'être novateur sur les choses qui sont encore un peu inconnues et mettre en œuvre les choses que l'on connaît. Et si je peux me permettre de donner 2-3 petits exemples, on parle du bilan carbone, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en œuvre aujourd'hui, et d'ailleurs qu'on a mis en œuvre avec Bordeaux Métropole. Tout projet d'aménagement public ou privé devra présenter maintenant un bilan carbone. Les aménagements publics devront présenter un bilan carbone neutre. Voilà des choses sur lesquelles on peut agir rapidement et qui ne sont pas très compliquées à mettre en œuvre. Si on est patient avec les délais d'obtention des modifications. Je vous confirme de l'autre côté. Ouais. On y arrive et on est prêt là-dessus. Oui, voilà, exactement. Et de travailler alors, avec vous, avec le CEREMA, évidemment, nous apporte beaucoup et nous permet d'avancer et de répondre à cet objectif qui est d'avancer vite. Et en mettant en avant l'innovation, effectivement, je vous rejoins tout à fait, et l'expérimentation, ce sont 2 notions essentielles. Alors justement, il faut innover sur pas mal de domaines. C'est un petit peu l'enjeu, c'est-à-dire que ça va de la voirie à l'aménagement pour amener les biens de consommation, gestion de l'eau. Il y a 2 domaines sur lesquels je pense que tous les 3, vous êtes peut-être les plus amènes de discuter. C'est d'abord celui de repenser les bâtiments, on en a un petit peu parlé, avec le label frugal de la ville de Bordeaux. Et puis il y a celui aussi, évidemment, des solutions fondées sur la nature. Peut-être commencer sur repenser le bâtiment avec vous, Madame Spiegel. Quel est l'enjeu principal ? Est-il si gros ? Est-ce qu'on a un besoin énorme d'innovation sur ce sujet-là ? Je pense, moi je vais rejoindre un peu les propos qui viennent d'être tenus aussi sur le fait qu'à la fois il faut aller vite et à la fois c'est une approche globale, systémique en fait, qu'il faut qu'on développe aujourd'hui. Parce que là déjà, depuis qu'on parle dans cette table ronde, on a mis plusieurs définitions, plusieurs mots. On a parlé de bilan carbone, du fait de réduire les émissions. On parle de ramener de la nature. Donc des enjeux de biodiversité et de services écosystémiques, on parle des enjeux d'adaptation, on n'a pas beaucoup parlé de ressources, mais ça fait aussi partie des enjeux. Et tout là, je suis que dans le domaine environnemental, bien évidemment, il y a les sujets sociaux, les sujets économiques. Donc finalement, tout ça, ça nécessite une approche vraiment globale. Moi, j'aime les réflexions intégrées. Et ce n'est pas un acteur tout seul dans son coin qui travaille sur un lot spécifique d'un des métiers du bâtiment qui va pouvoir répondre à ça. Donc déjà, ce n'est pas uniquement le bâtiment, c'est le bâtiment dans son quartier, sur son territoire aussi à lui, parce qu'un bâtiment se pense déjà en commençant à penser aux usages. Qui va l'habiter, l'occuper, comment les gens y viennent, donc forcément j'intègre de la mobilité, et des commerces, etc. Et c'est bien là-dessus au tout départ. Ensuite, oui, il y a encore énormément de choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà à notre portée. Je vous prends un exemple, je reste sur le carbone ici, mais si je veux réduire les consommations énergétiques et les décarboner, même encore plus que le mix énergétique français qui est plutôt déjà au réseau, plutôt décarboné, en fait je peux encore aller plus loin avec d'abord du pilotage fin dans le bâtiment qui va me permettre de savoir exactement, d'ajuster en fait en termes d'efficacité énergétique les consommations aux usages, donc d'éteindre la lumière quand je ne l'occupe pas, ça semble être un basique, mais voilà. Sur 2 bâtiments similaires, depuis 1 an, on est en test avec des plateformes assez fines de fonctionnement. Ça s'appelle Wave chez nous. On montre qu'on fait encore 30% d'efficacité là-dessus, sur un pilotage très fin. C'est le fait de se dire, je vais peut-être installer mon
production d'énergie. Alors solaire, par exemple, en toiture, c'est du potentiel sur des sujets géothermiques, éolien en toiture, ça existe ici, etc. Et puis c'est de se dire, le bâtiment, c'est aussi un lieu, donc il y a plein de matériaux de construction, hein, béton bas carbone, construction bois, enfin voilà, il y a énormément de choses sur l'aspect matériaux. Et c'est le fait de se dire aussi, mon bâtiment, il va servir, je l'ai dit, la mobilité. Donc, par exemple, comment je recharge des trottinettes, des voitures électriques, etc. Et donc, j'ai peut-être aussi besoin de stockage d'énergie si je veux utiliser celle qui est en toiture. Et tout ça dans un bâtiment qui doit être en plus résilient, c'est-à-dire qui doit répondre à des demandes. Et si je commence à raisonner mon bâtiment plus, par exemple, un parking, qui est autour, en fait, j'ai des solutions aujourd'hui. PowerRoad en est une qu'on montre sur notre stand aujourd'hui et demain, qui va être de capter en fait la chaleur du revêtement, liée au soleil, hein, bien sûr, du revêtement, d'aller la stocker en géothermie, et je peux donner du rafraîchissement ou de la chaleur pour fournir de l'énergie en fait dans le domaine du bâtiment. Et ça, c'est le type d'exemple d'approche un peu globale intégrée. C'est le bâtiment intelligent. C'est une forme de bâtiment intelligent et résilient. Et je crois que c'est ça qu'on va viser. Hein. À la COP27 a été lancée une percée dans le domaine du secteur bâtimentaire qui vise à avoir des bâtiments net zéro carbone et résilients à 2030. Et c'est pas que en France et en Europe, hein, c'est vraiment, on va rassembler une centaine de pays dans le monde pour se dire c'est aussi pour nourrir les besoins de logement sur la planète. Donc voilà, ça c'est un exemple spécifique dans le domaine du bâtiment, mais qui va passer par cette approche intégrée. Et je peux bien sûr végétaliser, rajouter de la naturation. Toute la gestion des parkings, vous avez mentionné les enrobés poreux, c'est déjà, le fait d'avoir un enrobé drainant qui laisse passer de l'eau nous permet d'avoir le bon dimensionnement de réseau et de se dire il y a déjà une partie de l'eau que j'ai pas besoin de drainer dans des réseaux parce qu'il va aller être absorbé directement par le sol. Et ça, c'est un des bénéfices qu'on va mettre en œuvre. Oui, juste un complément. C'est vrai qu'en matière de ville durable, lorsqu'on pense bâtiment, peut-être le premier sujet qui vient à l'esprit, c'est celui de la performance énergétique. Donc ça, il y a évidemment eu beaucoup de progrès, il faut qu'il y ait encore beaucoup de progrès, mais peut-être deux facteurs complémentaires. Celui des matériaux biosourcés. On peut construire des bâtiments aussi avec des matériaux biosourcés et le premier, et ça viendra impacter positivement le bilan de la construction. Et puis le sujet qu'on a vu poindre un petit peu dans la crise sanitaire ces dernières années, c'est celui de la qualité de l'air intérieur, puisque ville durable, c'est aussi une ville où il fait bon vivre et où la santé et l'environnement des premiers concernés des habitants est bien au rendez-vous. Et donc la qualité de l'air, c'est vraiment un vrai sujet. Et on retrouve à nouveau la question des matériaux, des solvants utilisés, de la qualité aussi du renouvellement d'air. Et donc sur ces sujets, il y a aussi beaucoup à faire. Et d'ailleurs, performance énergétique et qualité de l'air, parfois, ça peut être un peu en opposition technique. Justement, M. Jean-Jean, donc la ville de Bordeaux, vous l'avez dit, a développé un label qui s'appelle le label Frugal. J'imagine qu'il prend en compte des matériaux biosourcés, la mise en place de systèmes pour recharger les voitures électriques, des îlots à l'intérieur des immeubles, à l'intérieur des espaces d'immeubles pour des jardins, pour rafraîchir, ce genre de choses. Vous pouvez nous dire peut-être un peu plus sur ce label, justement? Oui, vous en avez dit beaucoup, et beaucoup de ce label reprend ce qu'on vient d'entendre. Et peut-être aussi une chose qui n'a pas été dite, c'est que le label, c'est promouvoir la réhabilitation avant tout le reste, déjà, dans un premier temps. On essaye en effet de privilégier la réhabilitation aux constructions neuves, mais c'est aussi les enveloppes économes, faire appel à l'intelligence du bâtiment plutôt qu'à des bâtiments high-tech, très coûteux et parfois fragiles d'ailleurs, et très coûteux en bilan carbone. Les matériaux doivent être biosourcés, géosourcés, si possible travailler avec le réemploi. Tout ça entre dans le label du bâtiment frugal bordelais, et évidemment la préservation de la nature, avec une vision qui n'est pas ni la compensation ni la plantation, mais plutôt la préservation de l'existant. Et ensuite, dans le périmètre des programmes, il faut en effet, vous l'avez dit, travailler sur des îlots de fraîcheur, sur des jardins de pluie, et sur de la replantation quand c'est possible, en fonction d'un certain nombre de mètres carrés. Les opérateurs, d'ailleurs, y compris les privés, hein, les habitants, à partir d'un certain nombre de mètres carrés, seront tenus de planter un arbre par mètre carré qui figure
au permis de construire. Vous avez un exemple peut-être à Bordeaux déjà de mise en place de ce label? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'exemple encore, hein. Le label, pour l'instant, ne fait l'objet que de contrats moraux avec les différents promoteurs qui s'engouffrent, hein, tout à fait, c'est un vrai succès. Il faudra attendre la modification du PLU pour que ça devienne vraiment quelque chose d'officiel, mais nous sommes nombreux à avoir compris les objectifs qui se présentent à nous, et donc les promoteurs sont tout à fait, je le disais tout à l'heure, même partenaires dans la mise en œuvre de ça. Donc pour l'instant, pas d'exemple précis encore debout à Bordeaux, mais bientôt. Alors justement, dans ces labels et les possibilités qui nous sont offertes, il y a quand même celle, j'ai l'impression, de relier la nature et l'homme au sein de son espace d'habitation. Vous m'avez dit, vous, en amont de la conférence, M. Grandon, que les gens maintenant avaient quand même cette envie de nature, certains quittaient les villes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est l'objectif quand on parle de renaturation des villes? Alors, un premier commentaire qui fait écho à la personne que vous avez citée au tout début, hein, Syria Melianov. Elle a aussi travaillé sur ces sujets-là, et notamment sur la question de la temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va très vite, il y a un stress lié à l'immédiateté, il faut que tout arrive tout de suite. Et elle explique que remettre de la nature en ville, c'est remettre aussi de la lenteur liée au cycle de la nature, liée à la saisonnalité de la nature, et que finalement, un des premiers bénéfices, c'est de lutter contre cette immédiateté sans même qu'on s'en aperçoive. Voilà, c'était juste pour faire écho aux travaux de ces dames. Les solutions fondées sur la nature, alors, bien sûr, parce que déjà, elles sont là tout près, quoi. Je veux dire, elles fonctionnent bien avant nous et probablement bien après nous. Deux sujets peut-être essentiels, on pourrait passer des heures à parler de solutions fondées sur la nature. Les arbres et les sols. Les arbres, remettre de l'arbre en ville, ça permet immédiatement de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Mais ce qu'on n'imagine peut-être pas, c'est que ça le permet de trois façons différentes, hein. Peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais bien sûr, l'arbre, il amène de l'ombre avec un effet immédiat. Vous mettez à côté, sous l'arbre ou à côté de l'arbre, c'est pas exactement pareil. Mais ça amène également de l'ombre avec un effet indirect, puisque les sols protégés par l'arbre ont moins capté de chaleur et donc la restituent moins quelques heures ensuite. Et puis enfin, un effet important et même le plus important, c'est l'évapotranspiration des arbres qui rafraîchit également l'atmosphère. Et puis en fait, il y a même un dernier effet avec également un courant d'air qui peut être généré sous l'arbre. Donc voilà. Et puis le retour de la biodiversité aussi. Tout à fait. Et le retour de la biodiversité, ça c'était mais je parlais simplement sur le côté température. Les effets côté température pour lutter contre les eaux de chaleur urbaine des arbres, mais il y a effectivement tout plein de services écosystémiques liés aux arbres. Encore faut-il choisir les bonnes essences pour le bon service écosystémique et dans le bon endroit géographique. Donc voilà, petite publicité là pour le CEREMA. On a développé un outil qui s'appelle Sésame, qui permet de choisir les bonnes essences pour les bons services écosystémiques et sur lesquels on a un franc succès. Sur les sols, là aussi, essayer de désimperméabiliser au maximum le sol. Et je pense qu'à la mairie de Bordeaux, c'est un sujet important pour retrouver notamment le rapport à l'eau. Les sols permettent de capter énormément d'eau. D'ailleurs, c'est indispensable pour que je parlais d'évapotranspiration. En été, les arbres, ils respirent, je ne sais pas si on le dit ça, pas très bien parce qu'il manque d'eau. Donc le fait d'avoir su garder de l'eau dans les sols permet à l'arbre de encore mieux fonctionner. Une petite image, ce serait de passer finalement sur cette thématique de l'eau et de la renaturation d'une ville entonnoir, hein, où on capte toute l'eau en quelques petits endroits, d'une ville un peu plus passoire, où ça percole, et même idéalement une ville éponge, voilà, capable de capter et de lisser des phénomènes de montée de crue ou d'arrivée soudaine de l'eau. Donc qu'on la capte quand on n'en a pas besoin et qu'on soit capable de la restituer lorsqu'on en a durement besoin. Alors, on a parlé de beaucoup de solutions et des choses qu'il fallait faire. Tout à l'heure, M. Grandon, vous avez fait allusion à un des freins qui était celui de la mise en boîte un petit peu des compétences. Il y a quand même plusieurs freins à la mise en place de ces villes durables. Et vous, Mme Spiegel, m'avez dit en amont que vous étiez relativement inquiète sur certains de ces sujets et sur la mise en place ou la capacité qu'on avait actuellement à agir. Oui, simplement, une des raisons de l'inquiétude, c'est qu'on ne va pas assez vite. Enfin, c'est assez clair. Et que quand je regarde ce sujet d'adaptation particulièrement, je me dis, mais est-ce que nos territoires sont prêts ?
Et c'est normal en fait qu'il y ait cette inquiétude parce qu'on touche à des sujets qui font peur. Hein. Enfin, on est dans le domaine du sentiment peur de ce qui va arriver, etc. Et qu'en environnement, vous l'avez mentionné dans mon parcours, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine et dans le développement durable, la première excuse, c'est que ce n'est pas de ma faute. En fait, c'est aux autres de faire. Donc l'environnement, c'est souvent un sujet, c'est l'affaire des autres. Et ça, c'est ce sur quoi j'essaie de lutter aujourd'hui, de dire, voilà, on apporte des solutions. À Bordeaux, on est sur un projet, les Jardins de l'Ars. C'est une gestion, en fait, voilà, d'une friche industrielle sur lequel on a apporté non seulement de la nature en ville, c'est un jardin, donc il a les propriétés qu'on vient de donner, de rafraîchissement, etc. Il y a de la gestion des déblais aussi qui a été faite, puisqu'il y avait des terres polluées qui ont été en grande partie traitées sur site, remblayées, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour se dire, moi, avec une agence locale qui était dans des métiers d'aménagement urbain, comment je reconvertis ces savoir-faire, comment je me dote de nouvelles expertises, comment je m'appuie sur des sachants académiques, universitaires, bureaux d'études, etc., etc., comment j'avance avec les élus et avec mes partenaires du domaine privé pour vraiment dépasser ce sentiment de à la fois peur et c'est pas mon problème, c'est parce que personne me le demande ou personne s'en occupe aujourd'hui, et qu'on devienne vraiment proactif, qu'on trouve ces lieux en fait de mise en œuvre. Donc je suis d'accord avec la touche de à la fois il faut accélérer largement le passage à l'action, on a largement de quoi faire, et à la fois il faut encore se permettre d'expérimenter un peu parce que oui, on n'a pas non plus toutes les solutions qui sont le Graal hein, pour l'avenir. Ce serait trop facile hein. Si on savait exactement comment faire, on ne se tromperait plus et on y serait déjà. Donc effectivement, il y a cette petite touche de modestie aussi où on peut se permettre encore de tester des choses, mais à chaque fois dans une démarche d'urgence et de collectif. Est-ce qu'il y a un enjeu, évidemment qu'il y a un enjeu financier, mais est-ce qu'on a un blocage au niveau du financier actuellement ? Alors, évidemment que l'enjeu financier est important. Quand on gère une ville comme Bordeaux et qu'on met en œuvre une renaturation de la ville, les budgets sont tout autres. Dérouler une couche de bitume, c'est pas le même prix que de dérouler une couche de bitume et d'y faire des jardins de pluie, d'y faire des plantations. Donc c'est non seulement une question de budget d'investissement, mais c'est aussi une question de budget de fonctionnement. Une rue métallique ou une rue sèche coûte beaucoup moins cher qu'une rue nature. Et donc, forcément, se pose à nous cette vraie question. Et donc, ça pourrait en effet nourrir quelque anxiété, parfois, quand on regarde ça. Mais nous n'avons plus le choix. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Et je rajouterais simplement qu'on est évidemment, en tant que politique, quand on regarde le travail que nous faisons, on est évidemment d'abord conscient de ce qui va arriver, et donc forcément là aussi encore un peu anxieux. On est conscient que ça ne va pas assez vite, qu'il faudra aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et avoir une ampleur beaucoup plus importante, mais on y arrive. Mais on arrive à changer des choses. On est à la Jalère ici, on n'est pas loin du site de la Jalère, c'est 40 hectares de zones humides, d'espèces préservées qui étaient promises à un programme immobilier. Alors évidemment, pardonnez, je vais essayer de ne pas sourire, mais un écoquartier, évidemment. Aujourd'hui, ça va rester 40 hectares presque au cœur de Bordeaux, dédiés à la nature, dédiés à la phytoremédiation, dédiés aux espèces protégées. L'inverse du Grand Stade, finalement. Sur Brazza, si vous connaissez Bordeaux et que vous allez vous balader là-bas, il y a un bois rudéral qui est promis à un programme immobilier. On est en train de se battre et on est en train de réussir à acheter à grands frais une parcelle qui va nous permettre de conserver ce bois-là. Donc, c'est quand même possible. C'est-à-dire que ce paradigme qu'on a connu de construction de la cité, de construction des espaces publics, est en train de changer. Et aujourd'hui, l'espace public qu'on a perdu, mais qu'on avait avant, qu'on a perdu parce qu'il s'est complètement déshumanisé, du bitume, des potelets, des voitures, la fameuse rue métallique. Aujourd'hui, on peut se le réapproprier, et je le disais tout à l'heure, quand la rue est végétale à nouveau, qu'on y met un banc à l'ombre, qu'on y met une fontaine à boire, qu'on y met des espaces agréables, on peut aussi y jouer dans la rue. On peut piétoniser les rues des écoles et former nos jeunes à ce rapport à la nature. On peut aussi végétaliser les cours d'école.
À Bordeaux, on a mis en place 2 programmes sur les rues aux enfants qui sont devant les écoles et sur les cours buissonnières qui concernent 100% des écoles. C'est-à-dire qu'on est sorti du test ou de la bonne volonté de l'équipe éducative ou du collectif de parents. On a demandé à nos équipes de travailler en transversal, à la fois sur la voirie et à la fois sur la végétalisation, et l'accessibilité par ailleurs, et la question du genre également, sur ces espaces. Et c'est 100%, enfin pas tout à fait d'ailleurs, c'est 100% des écoles et 80% des rues, puisque certaines sont des avenues qu'on ne pourra pas piétoniser. C'est 80% des rues et 100% des écoles qui vont être traitées. C'est le plus gros budget de la ville de Bordeaux, mais c'est voté. Donc c'est possible, c'est parfois trop lent. Est-ce que je peux me permettre de compléter sur le volet financier, Bien sûr. Si je peux me permettre, la question, soit elle n'est pas bien posée, soit elle n'est pas complète. En ce sens que, avec tout le respect pour vous, c'est quoi un coût ? Et surtout, on parle du coût de l'action, du coût des projets, mais c'est quoi le coût de l'inaction ? C'est combien ? En fait, il y a des études qui montrent que tous les sujets qu'on vient d'aborder, si on se place uniquement du point de vue financier, ils sont très, très, très rentables. Voilà. Donc, simplement, il suffit de poser la question avec les 2 versants de la pièce, c'est quoi le coût de l'action et c'est quoi le coût de l'inaction ? Vous pourrez regarder les sujets, les documents sur combien rapportent les zones humides, enfin, je veux dire celles qu'on préserve, celles qui fonctionnent. Fournissent tout un tas de systèmes de services écosystémiques. Et donc voilà. Donc, à contrario, ne pas faire, ça coûte très cher. Il faut faire attention, il faut se poser la question en tout cas du prix de la destruction, c'est-à-dire de ce qu'on perd. C'est la question politique, c'est qu'est-ce que je dois faire et de quoi je suis comptable si je ne fais pas. 20 ans après, combien ça coûte ? Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces coûts de l'inaction, on a du mal à trouver des chiffres, en fait, parce que je reviens à cette question de peur. C'est pas politiquement correct, en fait, de montrer des chiffres comme ça et de dire, on est peut-être en partie dans le mur. Mais merci beaucoup pour votre intervention là. C'est le coût global, et moi, ça me fait vraiment penser à, très souvent, on essaie de réagir en incrémental, en fait, par rapport à l'existant. Et moi, je prône beaucoup le fait de juste, parfois, il faut se poser et réfléchir à partir d'une page blanche. Si aujourd'hui, là, je devais recommencer à zéro certains points, comment je raisonnerais ? Et le sujet du coût, il est intégré comme ça aussi, en fait. Et c'est du coût global qui doit nous permettre. Et après, je reconstruis à partir de là où j'en suis et comment je vais vers cette page blanche. Donc, tout ce qui va être des process d'innovation participative, collectif, etc., peuvent nous aider, en fait, à nous projeter vers justement cette page blanche pour nous extraire un tout petit peu du quotidien et pouvoir nous permettre d'aller plus vite aussi. Alors justement, pour introduire la conclusion, c'est justement cette question de l'acceptabilité au changement finalement, parce que premièrement, du point de vue financier, même si on a conscience, en tout cas on sait que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé, finalement il faut déjà réorienter les budgets. Alors ça veut dire où est-ce qu'on prend de l'argent pour la mettre dans des sujets beaucoup plus écologiques ou d'inclusion. Et puis donc cette question-là, éminemment politique, de l'acceptation au changement. Comment la ville gère et ses administrés et la réorientation de son budget. J'essaie de ne pas avoir un propos trop politisé, mais vous m'y emmenez. Vous disiez tout à l'heure que je viens du milieu de l'hôtellerie. Bon, moi, j'ai pas fait ma carrière ni dans la politique, ni dans l'écologie, ou ni dans l'urbanisme, mais par contre, je suis un passionné et j'y avais une activité associative. Et donc aujourd'hui, j'entre en politique non pas pour faire carrière, mais j'entre en politique pour démontrer que c'est possible. En fait, ce qu'on vient de dire ici, ça existe. Plein de gens l'ont même d'ailleurs parfois éprouvé. C'est possible. Si on s'entoure bien, si on travaille différemment, vous l'avez dit, si on pense autrement. C'est-à-dire si on accepte d'être disruptif et de voir les choses autrement. C'est-à-dire de ne pas continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Quand on nous explique que c'est comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, moi je dis parfait. Là, on a identifié un sujet sur lequel on peut travailler. Puisqu'on a toujours fait comme ça, il y a sûrement des nouveautés à chercher. Bien. Donc aujourd'hui, en effet, je m'aperçois qu'il y a cette espèce de sentiment commun que tout ce dont on parle serait peut-être punitif ou serait le fruit d'un radicalisme vert. Et en fait, on est nombreux à comprendre ce qui se cache derrière ça. Ce sont des ambitions politiques, ce sont des discours creux. Mais malheureusement, ces discours plaident contre la cause qu'on doit tous défendre. Et malheureusement, d'une part, et d'autre part, ce discours, évidemment, s'entend chez certaines personnes qui sont peut-être moins informées que nous ou qui cherchent à se positionner.
Et ces gens-là sont trahis par leurs représentants politiques qui tiennent ces discours-là. Et donc, c'est vrai que nous, en tant que politiques, on entend ce discours, on l'entend dans les conseils municipaux, on l'entend dans certaines réunions publiques, on l'entend dans certains médias qui reprennent, on le sait tous, hein, c'est le jeu, hein, c'est pas une critique, c'est le jeu, mais qui reprennent ce qui fait un petit peu étincelle, plutôt que ce qui fait l'unanimité. Et donc, si on se limite à ces 3 sources d'information, ben on fait ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire grosso modo rien. Moi, quand je suis arrivé en politique, et je vais conclure, j'ai entendu, alors je ne sais pas si je vais bien, l'art de la politique, c'est de dire oui à tout le monde et non à personne. Vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Et ben voilà, moi, c'est tout à fait l'antithèse de ce qu'on porte comme politique. Donc, on est dans l'action. On a vu avec les différentes études, les différents acteurs, les différents pays, les différentes villes, et même à Bordeaux, que ça fonctionne, que c'est apprécié. Quand on est dans les réunions publiques, on se rend compte que les gens sont souvent en avance sur l'offre politique. Donc il faut passer cette première vague, ces premiers clichés, et ensuite, je pense qu'on aura levé le frein de l'opinion publique. Alors pour conclure, on parle de la ville de Bordeaux qui est, elle, en transformation. Est-ce que vous connaissez, l'un de vous trois peut-être, une ville, un modèle qui peut être à suivre actuellement, pas qu'en France évidemment, peut-être en Europe, voire dans le monde? Est-ce qu'on a une ville qui déjà a passé certaines étapes? Alors, je sais pas. Notre façon de faire, c'est pas d'avoir un modèle. Hein, je le disais à l'instant. Non, mais qui a mis en place des solutions. Par exemple, Ljubljana en Slovénie est un exemple très intéressant d'une ville piétonnisée, et donc c'est très intéressant de regarder ce qui s'y fait là-bas. Les conséquences sur l'économie locale, les conséquences sur l'espace du coup qui est libéré pour la nature, les conséquences sur les mobilités décarbonées. Mais on pourrait aussi citer Copenhague avec la place du vélo, ou Barcelone avec les plans de circulation. C'est ça globalement, effectivement, les pays scandinaves sont souvent cités, mais plutôt que d'aller peut-être chercher effectivement un modèle ou des modèles, moi je rejoins assez ce que vous disiez tout à l'heure, montrer ce qui peut se faire à quelques kilomètres, mais qui fonctionne. Et peut-être, puisque le sujet c'était comment embarquer, comment faire adhérer et avoir cette acceptabilité sur des sujets qui parfois peuvent être un petit peu vraiment très novateur, disruptif, vous disiez. Un exemple, un seul, mais qui peut se faire dans beaucoup de villes, c'est celui des cours d'école. Vous disiez, on a toujours fait comme ça. La plupart des cours d'école dans le pays, c'est bitumé, avec un terrain de foot au milieu, et puis comme ça les garçons jouent au foot, et puis les filles, elles sont le long des murs, un peu planquées. Je caricature, mais à peine, un élu qui m'a rapporté ça. On peut faire une autre cour d'école, et d'ailleurs il fait très chaud sur ces cours d'école, très bitumés dans le sud-ouest. On peut remettre effectivement de la nature dans les cours d'école, c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher, ça coûte un petit peu. Et soudainement, les usages de la cour d'école sont tout autres. Il y fait déjà nettement moins chaud. Et curieusement, vous parliez de genre, mais les deux sexes se réapproprient la cour d'école et avec un mieux vivre, puisque vous avez commencé sur le mieux vivre, voilà, je voulais vous dire, il y a des exemples très simples de lutter contre la chaleur dans les cours d'école et de remettre un petit peu de nature au plus près de nos enfants. Et c'est un exemple. Il n'y a pas besoin d'aller dans les pays scandinaves. Donc le changement écologique permet à chacun finalement de se réapproprier un petit peu l'espace. C'est un peu c'était un des exemples, très, très concrets. Madame Spiegel, pour le mot de la fin peut-être. Je pense qu'il y a un potentiel dans les villes en France, et les villes moyennes ont un potentiel énorme, et qu'en fait il y a souvent du bon dans plein d'exemples effectivement existants. J'ai pas forcément le combo parfait de celui qui a tout fait, mais par contre on a effectivement énormément de choses, et nous on a un think tank, la Fabrique de la Cité, qui permet d'échanger là-dessus et de se dire comment je projette encore plus loin et je révèle ce potentiel déjà existant. Sur les clés, effectivement, moi je dirais pour réussir à aller plus vite et autres, il y en a beaucoup, c'est juste le pouvoir des faits. Effectivement, là, quand on parle du coût global, de ci, de ça, c'est de montrer des faits, des chiffres, des actions. Et je trouve que le caractère pédagogique et fédérateur de l'environnement, c'est ça notre force en fait. Dès qu'on passe du temps en termes d'acceptation à expliquer pourquoi on est en train de faire ça, à donner un peu de lieu pour de la créativité et dire allez-y, soyez force de proposition aussi, en fait, il n'y a plus de sujet. Enfin, tout le monde est d'accord pour avancer, en fait. Parce que, encore une fois, on a des faits scientifiques qui sont là, qui nous poussent, qui font que ça ne devrait jamais être un sujet clivant, l'environnement. Ça l'est parfois sur certains sujets, mais ça ne devrait pas, puisque le fond est là.
Et quand on l'a fait, nous, en interne, en se disant, on a lancé un concours environnemental, c'est 57 000 personnes qui ont voté, c'est 2500 actions, donc des personnes qui ont pris 6 mois pour tester quelque chose, passer à l'action, etc. Les chiffres sont extrêmement fédérateurs très très vite, et donc c'est ça la plus belle arme du succès, ou facteur clé de succès. Si je veux être plus positif, c'est juste d'expliquer pourquoi, en prenant le temps en fait de le faire. On peut donc conclure en disant que finalement, le changement, en tout cas vers plus d'écologie, c'est aussi plus de démocratie, parce que la prise en compte des besoins des gens, les besoins des gens sont souvent ceux dont ont besoin aussi les autres, et il y a une forme d'harmonie qui se crée. On peut peut-être conclure là-dessus. On a atteint le temps, et puis il y avait un petit peu de retard sur les conférences un petit peu avant. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette conférence. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Merci.